Bonjour, c'est Steve Julius. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est celui qui est celui du développement des candidats dans l'organisme, ce qu'on appelle en anglais Candida Overgrowth, candidose en français, voilà, bref. Bon, grosso modo, pour rappeler un petit peu ce que c'est, vite fait, pour ceux qui seraient pas, enfin, qui n'auraient pas toutes les idées au clair là-dessus. Les candidats donc sont des levures qui peuvent passer à l'état de champignons, ce qu'on appelle en anglais fungi, ce qui est le terme plus adéquat que champignon, parce que champignon, bon, ça veut pas dire grand chose. Fungi, ça fait bien fungus, ça fait bien référence un micro-organisme plus qu'à un champignon qui est je dirais un végétal plutôt. Voilà, qu'on consomme. Ces micro-organismes ont une fonction normalement dans l'organisme, surtout dans le côlon, de recycler certains déchets, certains sous-produits que les bactéries ne peuvent pas traiter. Donc ces levures ont une fonction de transformer certains produits, certaines substances, et justement de fournir, qui vont après pouvoir être assimilés par ces bactéries. Donc il y a une symbiose qui s'opère entre tous ces micro-organismes, et il y a, je dirais, normalement un équilibre qui effectivement est en la faveur des bactéries dans un organisme en bonne santé, qui maintiennent sous contrôle les levures qui doivent être à un ratio beaucoup plus, je dirais, assez faible. Donc voilà, pour faire vite fait un petit topo là-dessus, parce que je ne vais pas non plus après vous reporter à la littérature. Je ne vais pas trop rallonger ces vidéos, je pense qu'il m'en faudra plusieurs pour expliquer mon protocole donc anti-candidat, puisque c'est en fait de ça dont il est question, enfin anti-candidose plutôt, puisque en fait le but n'est pas d'éliminer totalement les candidats, les candidats. Je m'excuse, je prends ma raquette anti-moustique parce qu'il n'y a pas que les candidats qu'il faut éliminer, il y a aussi les moustiques ici qui sont assez redoutables. Surtout quand on fait du statique, ce qui est le cas lorsqu'on veut faire une vidéo. Surtout maintenant qu'il fait quand même assez chaud et humide. Et voilà, donc alors premièrement, je dirais, pour essayer quand même d'avancer dans cette vidéo, dans ces vidéos peut-être avec méthode, ce qui n'est pas toujours évident. Je dirais, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver avec des développements fongiques dans l'organisme? En fait, pour tout un tas de raisons qui est assez difficile, je dirais, c'est toujours multifactoriel, hein. C'est comme le cancer en fait. En fait, grosso modo, le développement fongique et le cancer, c'est un peu on parle un petit peu de la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il y a accumulation de produits toxiques dans l'organisme, ce qui est un peu déjà le point de départ pour en général, je dirais, avant d'avoir un cancer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout un tas de cancérologues, même qui sont, je dirais, un petit peu qui avancent des hypothèses comme Simoncini, comme un Français dont j'ai oublié le nom d'un seul coup, Schwartz, ouais, Laurent Schwartz, quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, il y a tout un tas de sommités qui commencent à explorer ces pistes. Le premier, avant tout développement d'une masse cancéreuse, d'une tumeur ou de cellules cancéreuses, il y a déjà, je dirais, mais bon, ça, il n'est pas évident, il est très difficile, presque impossible théoriquement non, mais bon, faudrait déjà qu'il y ait
que ces hypothèses soient validées pour qu'on puisse les exploiter, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisqu'effectivement on préfère se diriger vers valider des hypothèses qui sont fausses, comme celle de la mutation génétique. C'est plus arrangeant parce que ça évite simplement de remettre en cause le mode de vie moderne, donc tout le système. Parce que si on n'exploite pas des hypothèses fausses, on est obligé d'exploiter des hypothèses qui vont remettre en question tout le mode de vie moderne, puisqu'au fond c'est de là tout ça, dont tout ça provient. C'est-à-dire c'est bon, toutes les maladies modernes, etc., dont le cancer est un petit peu, je dirais, voilà, l'apogée quoi, finale, le feu d'artifice final. Mais au fond, tout ça c'est lié à une modification je dirais, de notre environnement, de tout un tas de paramètres, que ce soit le stress électromagnétique, le stress tout court, la fatigue adrénale, enfin la fatigue endocrinienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, adrenal fatigue. Et donc tout ça fait que votre métabolisme se met un petit peu au ralenti, et aussi je dirais le mode d'alimentation moderne, on consomme beaucoup trop de céréales et encore plus qui plus est transformées, donc qui vont je dirais épuiser les réserves d'enzymes. Donc qui dit épuisement des réserves d'enzymes, un petit coup de raquette anti-moustique quand même de temps en temps. Vous voyez, ça claque bien. Donc épuisement des réserves d'enzymes, grosso modo le métabolisme fonctionne pareil. Voilà, le métabolisme va se mettre un petit peu en stand-by dans pas mal de processus qui devraient être réalisés, mais qui n'ont plus suffisamment de ressources pour être effectués. Et donc voilà, donc accumulation, donc le métabolisme fonctionne moins bien, comme on a une alimentation hyper, je dirais, saturée de tout un tas de substances nuisibles et néfastes pour notre bon fonctionnement, de pesticides, engrais, de résidus de solvants, de polymères de plastique, de métaux lourds, de sucre raffiné, toutes ces substances qui sont une véritable, qui nous anéantissent quoi, qui nous anéantissent, qui nous empoisonnent plutôt même. Voilà. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre organisme va être de moins en moins capable de détoxifier naturellement, d'accomplir toutes les tâches qu'il a besoin d'accomplir, que ce soit pour la digestion ou pour autre. Et donc comme la digestion va devenir de moins en moins performante, vous allez accumuler tout un tas de résidus, de déchets et de produits toxiques aussi, qui peuvent se trouver, comme les métaux lourds, ou autres, ce que j'ai évoqué, pesticides ou autres résidus divers et variés, de l'industrie pétrolière même, comme par exemple, tout simplement, je pense à une substance, le soufre. Le soufre qui est utilisé par exemple dans la vinification, pour faire du vin, donc par les viticoles, puisque en fait avant les Romains utilisaient du soufre qui venait d'origine naturelle, du soufre organique, qu'ils allaient récupérer au pied des volcans ou autre. Sauf que maintenant ça coûte trop cher évidemment, donc le soufre qui est un sous-produit, qui est je dirais produit par un sous-produit, je ne sais plus exactement, de l'industrie pétrolière hydrocarbures, qui coûte nettement moins cher, et qui ont utilisé pour faire du vin, donc le vin qui n'est pas bio. Enfin, peut-être il y a des producteurs non bio qui utilisent du vrai soufre, ça c'est possible, mais bon, la plupart du temps, je dirais les producteurs de vin par exemple, si on cite qu'un exemple, qui est le vin, qui est en lui-même, je dirais, un breuvage assez exceptionnel pour la santé. Sauf que si effectivement il est produit avec déjà les vignes, c'est là où il y a le plus de pesticides, c'est une culture qui utilise le plus de pesticides, donc déjà ça va être un concentré de pesticides, et en plus dedans on va rajouter du soufre d'origine, pétrochimique, chimique, donc pour je dirais faire en sorte que voilà accélérer la fermentation, et puis protéger aussi le développement de micro-organismes, enfin de moisissures ou autres moisissures dans les barils quoi. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait vous allez accumuler tous ces produits chimiques toxiques, et
Et au final, tous ces produits toxiques, comme votre organisme n'est plus en mesure de les traiter, hein, puisque forcément il lui manque les réserves et les ressources utiles, et il y a des micro-organismes qui vont s'en charger, de les encapsuler, et qui s'appellent tout simplement les candidats, les levures, les yeasts, les fungus, les fungi, etc. Et donc ces levures vont profiter, qui sont des micro-organismes opportunistes, hein, comme tous les micro-organismes, surtout les champignons, les fungus, quoi, donc ces micro-organismes vont en profiter pour de l'affaiblissement du système immunitaire, de l'affaiblissement du système enzymatique, de l'affaiblissement du système endocrinien, pour se développer, proliférer, du fait que votre intestin va devenir microporeux, hein, sachant que la membrane intestinale est déjà assez fragile. Donc avec tous ces produits qui vont altérer, comme le gluten, essentiellement le gluten, et voilà, le gluten qui est une des pires substances que vous pouvez mettre dans votre organisme, parce que malheureusement la protéine de blé le blé a été tellement transformé que la protéine est devenue une véritable, je dirais, une protéine hautement allergisante et inflammatoire, et donc qui décape complètement votre membrane intestinale, et donc voilà, vous allez vous retrouver petit à petit avec tous ces systèmes qui vont se mettre à dysfonctionner, et tous ces micro-organismes qui vont se propager totalement, je dirais, de façon anodine, hein, de façon silencieuse, jusqu'à ce que petit à petit ça va commencer par tout un tas de symptômes diffus, difficilement identifiables, surtout pour, je dirais, le système alléopathique, qui lui carrément, je dirais, ne faire que se mettre au service, grosso modo, de tous ces champignons et toutes ces levures, parce que en fait, dès que vous allez avoir un problème, qu'est-ce qu'on va vous donner dans la plupart du temps? C'est-à-dire, si vous avez des infections ORL, par exemple, je prends un exemple tout simple, des infections ORL, comme moi ça a été mon cas pendant des années, on m'a balancé des antibiotiques sur antibiotiques, et au final, qu'est-ce que ça a favorisé? Le développement de tous ces champignons, de tous ces candidats, donc en l'occurrence, qui en fait était la cause de ces infections ORL, puisque je l'ai découvert moi-même en me traitant avec des substances antifongiques, donc qui là ont carrément, je dirais, arrêté la prolifération, enfin en tout cas mis sous contrôle, et puis mis sous contrôle, et stoppé, en l'occurrence, c'est revenu, mais voilà, parce que ça va pas se guérir en une semaine, hein, voilà, il faut du temps pour que tout ça parce que c'est les tissus qui sont grosso modo qui sont attaqués, et il faut que le temps que les tissus se régénèrent pour que je dirais le problème d'infection se résorbe, parce que tant que les tissus en eux-mêmes de façon intrinsèque et structurelle sont affaiblis, ces micro-organismes peuvent continuer à s'y implanter, et c'est le cas de la membrane intestinale, donc l'un des intestins, mais c'est aussi le cas de tout un tas d'autres tissus, il n'y a pas que les intestins. Donc ces micro-organismes peuvent s'y implanter, et puis ils forment des colonies, en fait, tout simplement, des colonies qui même adoptent des stratégies pour leurrer le système immunitaire, et puis je dirais mettre le système lymphatique, en tout cas endommage aussi le bon fonctionnement du système lymphatique, donc il ne peut plus, je dirais, lutter contre tout ça. C'est cette espèce de forme d'invasion, de colonisation. Et donc voilà, je vais pas trop non plus, je dirais, parler des heures de comment ça se... Je pense que j'ai un petit peu donné le schéma d'ensemble. Mais le fait est que grosso modo, si vous vivez dans la nature, vous mangez des aliments, je dirais, non transformés, des fruits, des noix de coco, des mangues, des papayes, des pastèques, des ananas, avec un peu de riz sauvage, du riz, même du riz complet, des riz des aliments le moins transformés possible, des noix, des algues, des légumineuses, du tofu, du soja,
des légumes, des herbes, toutes ces choses-là que la nature nous offre gratuitement ou presque, et ben grosso modo vous avez peu de chances de vous retrouver avec des développements fongiques, hein. Sauf que bon, et même dans les climats chauds et humides, comme c'est le cas en Asie là où je me trouve, où c'est vrai que les candidats et tous ces micro-organismes se développent de façon encore plus exceptionnelle que chez nous en Occident, où il y a un magnétisme terrestre qui même favorise, il y a une énergie tellurique qui favorise je dirais comment dire, la prolifération de tous ces micro-organismes, et même de la vie. C'est bien pour ça que tous les végétaux, toutes les plantes, tous les insectes se développent de façon extrêmement dense, extrêmement, je dirais, assez fabuleuse. Donc voilà, c'est la vie, les micro-organismes sont des organismes vivants, donc ils bénéficient de cette énergie magnétique et qui, selon les endroits du monde, peut varier, être très variable et être plus ou moins favorable à ce genre de phénomène. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse, puisque j'analyse aussi ce qui se passe, parce que moi je connais bien l'Asie, j'y passe une partie de l'année, donc je vois les gens, tout ça. Et d'ailleurs, voilà, donc c'est une chose que j'en profiterai pour d'ajouter dans cette première partie, c'est que vous pouvez grosso modo, hop là, vous pouvez grosso modo, je dirais, un petit peu analyser ce qui se passe dans votre corps par différents phénomènes, dont un tout simplement qui constitue, je vais me rapprocher même pour exprimer un peu mieux ma pensée, tous ces petits points là de beauté, tous ces grains de beauté qu'on voit qui peuvent bon, j'en ai pas tant que ça non plus, mais j'ai vu que certains se sont développés, vous voyez, un petit peu des petits points, et on voit même sur le buste, etc. Et donc depuis que j'ai eu je dirais une prolifération de candidats suite aux événements, enfin aux problèmes de santé qui sont survenus ces dernières années, j'ai vu que tous ces petits points apparaissaient quoi, régulièrement, selon des lignes qu'on pourrait tracer et qui correspondent à mon avis je dirais au trajet de certains capillaires du système lymphatique, et ganglions aussi. Et je vois que dans les régions, il y a des ganglions, il y a même des petites excroissances de chair qui peuvent se produire, etc., sous les aisselles. Vous voyez même au niveau aussi de la haine, enfin de la hanche, où il y a des ganglions assez importants. Donc on voit donc toute cette activité parce qu'en fait ces grains de beauté, ce qu'on appelle des grains de beauté, ne sont pas des grains de beauté, hein, sont en fait des cellules de la peau qui ont été plus ou moins, c'est une hypothèse, hein, attaquées par, je dirais, tous ces les sous-produits qui peuvent circuler sous la peau, dans les tissus, dans le système lymphatique, et qui à un moment donné ressurgissent à un endroit du corps et créent donc une modification de la pigmentation de la peau, ou des cellules qui produisent la pigmentation, la pigmentation normale de la peau, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une hypothèse personnelle que j'expose ici. Donc voilà, donc on peut quand même, je dirais, analyser et avoir tracer un petit peu, je dirais, toutes ces activités. Ça peut être aussi je dirais, tout un tas de douleurs de contractures musculaires, de phénomènes de ce genre. Évidemment, bon, il y a aussi ce qu'on appelle le brain fog, donc le brouillard mental, hein, mais ça peut être aussi les métaux lourds. Mais ça peut être aussi les métaux lourds plus je dirais l'activité fongique, puisqu'en fait il faut savoir que ces micro-organismes produisent de l'alcool éthylique. Donc c'est un peu comme des distilleries, puisque qu'on les utilise d'ailleurs pour distiller l'alcool, hein, donc pour faire la bière ou etc. Donc c'est eux qui produisent l'alcool et donc qui transforment les sucres en alcool éthylique. Et donc grosso modo, il y a des gens qui sont bourrés sans avoir bu parce qu'ils ont tellement de candidats en eux, et ils mangent des aliments qui sont des aliments genre, je sais pas moi, des aliments qui vont produire beaucoup par exemple d'amidon de mauvaise qualité ou de céréales, etc., et qui vont favoriser le développement de ces micro-organismes, et qui vont en fait faire qu'ils vont se retrouver avec beaucoup d'alcool éthylique en circulation que le foie doit transformer, doit évacuer. Donc fatigue du foie, fatigue aussi même de différents organes, hein, même de la rate.
Et donc il est très important aussi de soutenir ses organes, mais bon, ça j'en parlerai un peu plus tard. Si j'arrive à, je dirais, à gérer cette vidéo à peu près correctement, puisque c'est pas évident tout ça. Voilà, donc ça faisait un certain temps que je voulais faire cette vidéo, mais bon, j'attendais un peu, voilà, d'être bien, des fois, d'avoir bien le déclic, quoi. Mais en tout cas, donc voilà, donc maintenant ça c'est un peu, déjà ça c'est une première partie sur, je dirais, regarde un petit peu où on est. C'est une première partie sur un peu exposer déjà un peu le pourquoi du comment. Mais donc maintenant ce que je proposerais pour, je dirais, permettre déjà de résorber un peu la situation et de mettre sous contrôle, parce que c'est la première des choses à faire, c'est de mettre sous contrôle, ouais, petit peu de mise sous contrôle aussi des moustiques. Donc déjà c'est changer de régime alimentaire. Déjà je pense que enfin, il y a plusieurs mesures qui sont tout de suite, on peut les voilà, qu'il faut mettre en place le plus vite possible. Donc changer de régime alimentaire, moi personnellement, c'est pas que je vais faire du lavage de cerveau ou du prosélytisme, comme on dit, mais c'est que je vous dirais de devenir vegan diet et 60% raw vegan. Voilà, moi c'est, je veux dire, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, grosso modo, moi c'est ça qui m'a permis quand même de rentrer un petit peu dans les clous, quoi. Pourquoi? Parce que déjà le plus important c'est de faire en sorte de donner le maximum de nutriments de qualité à votre corps pour qu'il puisse reprendre de la vitalité, d'éliminer tout ce qui lui demande trop d'énergie pour être digéré, donc les céréales, la viande, etc., les protéines animales qui vont créer de l'acidification. Et je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'acidification, d'ingérer des produits acidifiants, parce que votre organisme est a déjà bien du mal à traiter tous les produits, toute l'acidification que créent toutes ces candidats, parce qu'elles acidifient énormément le corps et les tissus, hein, puisque c'est une de leurs stratégies pour affaiblir les tissus, c'est de les acidifier, donc de les attaquer, comme qui produisent aussi de l'acide sulfurique, donc qui est comme un produit hautement corrosif, on va dire. Donc déjà premièrement, donc voilà, vegan, je vais pas trop, je dirais, donner le mode, expliquer tout ce qui est vegan diet. Il y a d'autres vidéos en ligne sur mon site et ailleurs. Voilà, donc vegan diet. Éliminer en céréales, je vous conseillerais juste le riz complet, les riz sauvages et un peu de riz basmati. Vous pouvez les mélanger avec des légumineuses, hein, du tofu, du soja, du tempeh, et puis beaucoup de légumes cuits à la vapeur, ou des salades raw vegan, ou des soupes miso aussi. Voilà, c'est mes trois recettes favoris et principales. Salade vegan, salade raw vegan, riz sauvage, riz mélangé avec des légumes cuits à la vapeur, beaucoup de choux, de brocoli, la courgette, voilà, même de la patate douce, des racines, des tubercules, voilà, beaucoup de légumes grosso modo. Et donc beaucoup de choux, différentes choux, brocolis, choux-fleurs, voilà, et puis même de l'aubergine, de la courgette. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Bon, de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez manger aussi un peu de légumes sautés, ou légumes un peu sautés, voilà, avec de la sauce de soja, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas non plus, vous n'allez pas mourir. Mais bon, vaut mieux privilégier quand même une qualité de cuisson comme la vapeur, qui va préserver tous les nutriments. Et parce qu'il y a des légumes, il faut savoir qu'ils ne sont pas très faciles, assez difficiles à digérer par les fibres et la cellulose, les fibres de cellulose qu'ils contiennent, donc qui vont être assez, je dirais, quand même abrasifs pour les intestins, donc qui sont déjà, je dirais, bien mis à mal par tous ces candidats. Donc c'est pour ça que pas mal de gens qui sont atteints de candidose et qui deviennent crudivores, comme on dit, et qui se mettent à manger plein de légumes crus, de crudité d'un seul coup trop vite, se retrouvent au bout de quelques mois ou quelques semaines avec des ballonnements, des problèmes de transit, des problèmes de côlon, etc., etc. Et ils disent oui, mais le régime
le régime crudivore ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et qui se commencent à critiquer voilà, tout ça, alors qu'ils n'ont pas, je dirais, reconstitué le puzzle dans l'ensemble, quoi. Ils ont juste des fragments et ils disent oui, non, ça marche pas, ça marche pas. Non, mais on peut pas du jour au lendemain devenir herbivore et se prendre pour une vache qui a un intestin complètement différent d'une autre, quoi. Je veux dire, nous, notre modèle, c'est pas la vache, hein. Et c'est ça que je m'étonne souvent chez les humains, c'est que l'humain s'identifie la plupart du temps à la vache, mais on descend pas des vaches, on descend des singes, des grands singes. Donc les singes, qu'est-ce qu'ils mangent? Essentiellement des fruits, des herbes, des feuilles, voilà, et quelques insectes. Des insectes et puis même d'autres, des terres, enfin des excréments, etc., mélangés à de la terre. Mais bon, sans se mettre à manger ces excréments, bien qu'il y en a qui boivent leur urine, qui d'ailleurs peut-être fonctionne, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Donc voilà. Et donc les fruits, on a surtout fait pour consommer des fruits, des noix, ce genre de choses. Moi, c'est précisément de ça dont je me nourris, des végétaux, des herbes, etc. Mais il faut surtout en effet pour diversifier et voire même un petit peu de produits animaux. Moi, je ne suis pas contre une très faible proportion de produits animaux, à savoir à savoir un petit peu de fromage, par exemple, moi, le fromage de chèvre, lait de chèvre même, ou je dirais même de temps en temps peut-être quelques œufs aussi, mais bon, c'est vraiment à des ratios extrêmement faibles, c'est même pas 5%, c'est quelques fois dans le mois. Voilà, donc moi je suis pour rester toujours adaptable et ne pas se mettre dans une espèce de tour d'ivoire où on n'est plus capable psychologiquement d'assumer le fait qu'on va se mettre un morceau de poulet dans sa bouche. Je suis pas du tout pour ce genre d'orientation. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement, c'est pas l'orientation que j'ai choisie. Je considère qu'effectivement, les végétaux, c'est vrai, les végétaux, les fruits, les noix, les algues, les baies, les légumineuses, les céréales, aussi le riz surtout, des pseudo-céréales comme les quinoa ou d'autres que c'est essentiellement le quinoa que je consomme. J'aime pas tellement le sarrasin, etc. L'amarante, j'ai pas trop essayé, le millet, etc. Bon, bref, tout ça, ça peut être ça peut être consommé, mais on est surtout fait pour consommer des fruits. Je veux dire, grosso modo, voilà, les bananes, ne serait-ce que la banane, la noix de coco, l'avocat, c'est des choses à tout de suite incorporer dans votre diète. C'est vraiment ce qu'on appelle les three staple food, donc les trois aliments je dirais, de base hein, du vegan. C'est la noix de coco, la banane et puis l'avocat. Là, avec ça, déjà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour survivre de façon extrêmement... Et ouais, je suis obligé de jeter un petit coup d'œil à droite à gauche, hein, parce que bon, je suis quand même là à moitié dans la jungle. Je suis pas dans la forêt de Fontainebleau. Hein. Et, donc voilà. Donc vegan diet. Donc voilà, là-dessus c'est bon. Je crois que j'ai avec ces recettes que j'ai indiquées, qui sont pour moi les trois types de recettes que j'utilise. Après, de toute façon, j'ai fait des vidéos sur ce que je mange, etc. Enfin, j'en ai fait une ou deux peut-être. Coconut yogurt, voilà. Voilà pour vous reporter. Et puis et après donc